En 1971, le Shah d'Iran fait admirer à ses visiteurs occidentaux les réussites technologiques et économiques de son pays. Il s'est servi de la richesse générée par le pétrole iranien pour financer une modernisation accélérée. Le Shah presse les Iraniens de se mettre à l'école de l'Occident en lui empruntant son savoir et ses valeurs. Huit ans plus tard, il est contraint à l'exil. En janvier 1979, il fait des adieux qu'il sait définitifs à ses plus proches collaborateurs, ceux-là même qui ont été les agents de la modernisation à marche forcée. Quelques jours plus tard, sur le même aéroport, des centaines de milliers d'Iraniens s'apprêtent à accueillir avec des transports de joie un vieil ayatollah de 77 ans, l'imam Khomeini, de retour d'exil. Avec lui est restaurée la lecture la plus traditionnelle de l'islam. La révolution fondamentaliste commence. Les événements d'Iran déclenchent une onde de choc qui déferle sur l'ensemble du monde musulman. Saïd Manesh est à l'aéroport ce matin-là. Nous avons su par la radio et la télévision que le Shah était parti. Nous étions très heureux. Les gens klaxonnaient, sortaient la tête des fenêtres de leur voiture et faisaient de grands signes de la main. Tout le monde était très content. Le Shah est parti, le Shah est parti. C'était comme si le blasphème et l'oppression avaient été définitivement éradiqués et que la vertu était de retour. Dieu était de retour. Le XXe siècle est, dans la longue histoire de l'islam, un des chapitres les plus chargés d'événements et des plus contrastés. En 1900, malgré la domination de l'Europe chrétienne, l'islam s'étend du Maroc à l'Inde et à l'Indonésie. Les croyants se répartissent en deux catégories, une majorité sunnite et une minorité chiite, très présente en Iran. Mais au total, ce sont 300 millions de musulmans qui se tournent vers la Mecque 5 fois par jour pour la prière. L'Empire ottoman est la principale puissance musulmane au début du siècle. À sa tête, le sultan, chef politique autant que chef religieux, qui tolère une mosaïque de minorités religieuses. Pour les Turcs musulmans, l'islam règle tous les aspects de l'existence quotidienne. Serodor Peliganovlu évoque ses souvenirs d'écolier à Istanbul. L'islam primait sur tout le reste. Par exemple, dans chaque foyer, on apprenait aux enfants à lire le Coran, à accomplir les prières rituelles et tous les autres actes que prescrit la religion. La guerre de 14-18 entraîne la chute du vieil empire ottoman. Dans une Turquie affaiblie, des officiers nationalistes et modernistes abolissent le sultanat. Pour eux, la modernité passe par la laïcité. À leur tête, Mustafa Kemal entreprend une révolution déterminante. Here alone in a guarded mansion lives the man who, out of blood and steel and ambition, created both city and republic. Mustafa Kemal, now called Atatürk, or father of the Turks. Atatürk entend soustraire la société à l'emprise religieuse. Le vendredi n'est plus un jour chômé. De ce fait, les mosquées se vident et l'influence des religieux s'en trouve diminuée. Désormais, les Turcs se fixent pour ambition nationale de rattraper l'Occident. Tout d'abord en lui empruntant ses méthodes. With his power as president and dictator, he begins his reform. He commands young Turks to go to business school. He brings in foreigners to show girls how to dress, how to manage their homes the European way. Into European dress, he forces both men and women, sweeping away the veil and the fez. Atatürk ilk önce şapkayı değiştirdi. Atatürk
commença par abolir les fez. Il voulait qu'on porte des chapeaux modernes. Quand j'étais enfant, on m'avait acheté un chapeau. J'aimais tellement le porter que je ne voulais jamais l'enlever. Tout le monde avait adopté les chapeaux. Les gens aimaient les porter. Ils n'avaient pas seulement un chapeau, mais en général toute une collection. La Turquie nouvelle tourne délibérément le dos au passé islamique. L'écriture même est bouleversée. On renonce à l'écriture arabe pour la remplacer par l'alphabet latin. In one of the great reform movements of modern times, he outlaws Arabic writing, keeps his cabinet sitting day after day studying the Latin alphabet. He gives his people 2 years to learn reading and writing the simpler European way. He sends his soldiers out to give Ulster's surprise examination. Packing off to jail go all dunces. Les réussites d'Atatürk inspirent plusieurs États musulmans, à commencer par leur voisin le plus proche, l'État persan. Au début des années 20, la Perse est plus attardée que la Turquie de 1918. Les femmes vivent encore enfermées et voilées. Comme en Turquie, des officiers modernistes engagent en 1925 la Perse dans une voie nouvelle. On change même le nom du pays, qui s'appellera désormais Iran. Les habitants abandonnent en partie leurs occupations rurales traditionnelles pour s'employer sur les chantiers et les puits de pétrole creusés pour le compte des compagnies occidentales. In 16 years, the Iranians have learned to live a new way. The feudal towns have changed to cities. Mules and camels have given way to cars and motor buses. Docks have been laid out on the Caspian Sea and the Persian Gulf. The people are taking to rail travel. In Tehran, a great national university has been started. After 1,300 years, the women of Iran have been emancipated. They may go about unveiled, free to mix with other men and women, and to take part in the life of their country. À peine 10 ans plus tard, les femmes reçoivent l'ordre d'ôter leur voile. Moloud Hanlari se souvient avec émotion de cette libération. Le jour où nous avons ôté nos voiles, quelques-unes d'entre nous sommes allées dans le jardin d'un parent. Nous formions une très grande famille, avec beaucoup de cousins, garçons et filles. Le jardin était toujours ouvert et tout le monde pouvait y entrer. Nous avons commencé à chanter et à danser car nous étions libres. Nous étions tirés d'affaire. Ce voile noir avait été ôté de nos têtes. Nous avons tous commencé à danser en battant la mesure sur les tables et en s'embrassant les uns les autres, tellement nous étions heureux. C'était la première fois que nous pouvions le faire en toute liberté. À la veille de 1914, la paix française règne sur l'Empire chérifien. Lyautey a rendu au sultan du Maroc son immense autorité spirituelle. Le Maroc pacifié, Lyautey tout aussitôt le transfigure. Il édifie des cités, construit des routes, étend des cultures, aménage des ports. En Afrique du Nord, les Français se montrent tolérants et indifférents à l'islam. La mise en valeur économique est leur objectif prioritaire. Mais les transformations en cours déclenchent une opposition réformiste. Celle-ci milite en faveur d'un retour à la pureté primitive de l'islam pour combattre la décadence du monde musulman. Il faut savoir ce que c'était que l'islam, avant le contact avec l'Occident, c'était un monde pétrifié. C'était un monde pétrifié en ce sens que, par exemple, si je prends un pays comme l'Algérie,
en Algérie, quand les Européens, quand la France est rentrée, les gens croyaient encore que la terre reposait sur les cornes d'un taureau. La France a voulu que les musulmans vivent mieux. La création d'un réseau médico-hospitalier sans défaillance et d'une assistance sociale vigilante a permis ce résultat. En 115 ans de communauté française, la population musulmane a passé de moins d'1 million à 9 millions d'habitants. Je pense aussi que la colonisation est pour beaucoup dans le maintien des traditions conservatrices. Il ne faut pas oublier que, par exemple, dans un pays comme l'Algérie, la France s'est appuyée sur les tendances les plus rétrogrades de l'islam. Parallèlement à l'enseignement religieux traditionnel, l'organisation scolaire s'adresse à tous, même à ceux qui paraissaient les moins aptes à recevoir notre enseignement. L'État français se faisait le successeur de l'État musulman et conservait le culte sous sa direction. C'est lui qui nommait les officiants du culte, etc. Il n'y a jamais eu de laïcité en Algérie. En Égypte, la modernisation s'est d'abord nourrie de la présence britannique et de l'influence française. Mais c'est encore un coup d'État réalisé par de jeunes officiers qui lui donne un élan supplémentaire. Leur chef, le colonel Nasser, choisit une modernisation davantage inspirée de l'exemple socialiste contre ce qu'il dénonce comme la corruption occidentale. Ce discours rencontre cependant l'opposition des frères musulmans, adversaires résolus de la modernité sous toutes ses formes. Nasser brise leur résistance. Les chefs sont emprisonnés ou mis à mort et l'opposition islamiste est réduite au silence. La modernisation générale est le mot d'ordre. Même les symboles de la plus haute antiquité sont mis au service de l'entreprise. You have come tonight to the most fabulous and celebrated place in the world. Here on the plateau of Gizeh stands forever. Dans les années 60, Nasser s'impose comme la personnalité la plus prestigieuse du Moyen-Orient et le Caire comme la métropole de l'avenir. Les femmes égyptiennes, dans leur grande majorité, accueillent avec joie cette libération des mœurs. Vous m'auriez vu porter des pantalons et des chemises sans manches, et je n'y pensais même pas. Sur la plage, on était en bikini, on marchait sur la plage, on nageait. Nous étions des athlètes, amateurs de clubs de sport. Nous tous, sans exception, frères et sœurs, oncles et tantes, tous ensemble au club. L'Algérie, après la guerre, recouvre son indépendance en plein chaos administratif et au milieu de règlements de comptes sanglants. La remise au pas s'opère à la manière des démocraties populaires par l'instauration d'un parti unique. La priorité donnée à l'industrie, un contrôle bureaucratique strict et un moralisme islamique sont censés accompagner la transformation révolutionnaire du pays. Il y avait, si vous voulez, une coexistence dans le FLN d'éléments qui voulaient un État incorporant d'une manière très forte la religion, et il y avait aussi les technocrates et les militaires qui voulaient non pas moderniser l'islam comme il le disait, mais s'en servir pour essayer de stabiliser la formation sociale à leur profit. Les changements politiques, comme ici en juin 1965, le départ contraint et forcé de Ben Bella, accentuent la dictature collégiale du pays. La démocratie est une idée neuve en Algérie. Les élites ont plus bénéficié. C'est derrière le panneau du parti unique qu'elles ont prospéré et qu'elles ont pris le contrôle de l'Algérie. Alors, ce n'est que très tard que, lorsqu'une fraction a été éliminée au profit d'une autre, qu'on a commencé à se poser le problème de la démocratie. En Algérie comme en Iran, le pétrole garantit le pouvoir du régime. Dans la course à la modernisation, les ressources pétrolières et la volonté du Shah permettent à l'Iran de prendre une longueur d'avance. Iran is joining the 20th century with an urgent vitality, and roads are the arterial links essential to a modern nation. Magnificent highways are being built where only a few years ago any self-respecting mountain goat would have given up.
Dans cet effort, le Shah bénéficie du soutien logistique de l'Occident. L'Iran, pays voisin de l'URSS, apparaît alors comme un pôle de stabilité dans une région troublée. Sous l'influence occidentale, le souverain accélère encore les réformes en lançant la Révolution blanche. Persian women kissed farewell to their yashmaks and purdah a long time ago. Now, thanks to the King's Revolution, they can vote, they're in parliament, and Tehran boasts the only woman police superintendent in the world. Le Shah ignore les critiques de la gauche qui dénoncent la dictature policière et ne tient pas davantage compte des anathèmes du clergé chiite qui condamne l'imitation de l'Occident et une révolution qui le prive de ses principaux revenus. This is the very familiar, what we call unholy alliance between the black and the red. That is the communists and the very reactionary people or strata. We always see it, because they are both against the progress and the happiness of this country. Face à l'opposition des mollahs, le Shah contraint à l'exil le plus écouté et le plus critique d'entre eux, l'ayatollah Khomeini. Celui-ci doit se réfugier d'abord en Irak, puis en France à Naufle-le-Château. À Téhéran, dans les quartiers nord, la jeunesse dorée a vite assimilé les modes occidentales. Dariush Keshwarpad était un de ces étudiants privilégiés. Vous pouviez trouver n'importe quelle moto à Téhéran. Par exemple, j'avais une Honda 750. Il y avait un quartier de Téhéran à la mode, à Moner, où les gens habitaient dans des villas, toutes très au goût du jour. À cette époque, aux États-Unis, il y avait des Easy Riders, des Choppers, et ces gens-là achetaient les mêmes modèles. On voyait beaucoup de motos comme ça en Iran. Ces gens-là étaient très cool, comme vous dites. Mais pour beaucoup d'Iraniens, la modernisation est perçue comme un phénomène étranger et corrupteur. On ouvrait des cabarets, on ouvrait des bars. Et nos médias étaient aux mains de ceux qui voulaient promouvoir la culture occidentale. Ils stimulaient les émotions de notre jeunesse. Nos chanteurs chantaient des chansons faciles et corrompues. Cela poussait les jeunes gens vers la boisson, la corruption et tous les maux de la société. L'enrichissement du pays crée en effet de nouvelles inégalités. Ceux qui en sont victimes, surtout dans la classe moyenne, se tournent vers la tradition religieuse et les valeurs morales. Dans leur prêche, les mollahs dirigent le mécontentement contre le Shah. Hadi Ghaffari était l'un d'eux. L'important, c'est que dans les mosquées, les gens entendaient des principes qui étaient enracinés dans leur histoire. Des principes qui étaient présents dans leurs croyances. Le régime du Shah était fondamentalement considéré comme un régime amoral. Les religieux puisent leur argumentaire critique dans les discours de Khomeini. Même en exil, ils gardent un contact quotidien. Ils leur adressent des enregistrements. Les cassettes circulent et sont écoutées en réunion à la maison. Ces imprécations finissent par avoir un impact politique. Les manifestations sont d'abord sporadiques. Le Shah compte sur l'efficacité de sa police et de son armée pour les réprimer. Mais contre toute attente, la contestation va grandissant. En 1978, il faut proclamer la loi martiale. Et quand les manifestants refusent de se disperser, la troupe ouvre le feu. Le vendredi noir
fait plus de 100 morts. Trois mois plus tard, le Shah annonce l'interdiction des manifestations accompagnant le festival sacré d'Achoura. Devant le défi lancé par des millions de participants, il ne peut que donner l'ordre à ses chars de se retirer. Ce jour-là, Mohamed Shah Hossein défilait avec d'autres manifestants. J'ai dit, pourquoi ne criez-vous pas ce qu'il y a dans vos cœurs? Pourquoi ne dites-vous pas ce qui est islamique, ce que Dieu veut? Vous devriez tous dire « mort au Shah ». Le régime vacille pendant des semaines entre concessions et répression. Constatant que la situation échappe complètement à son contrôle, le Shah se décide à quitter le pays. Le 1er février 1979, un avion français ramène dans son pays l'homme en qui les Iraniens voient leur nouveau guide. Khomeini est accueilli en tant qu'ayatollah, messager de Dieu. Après 14 ans d'exil, il reçoit l'accueil enthousiaste de 3 millions d'Iraniens massés sur le parcours pour l'accueillir. L'honneur de conduire sa voiture échoit à Mohsen Rafiq-Dost. Ces quelques heures sont le meilleur souvenir de ma vie. Je peux dire que sur le chemin, plusieurs fois, j'ai cru que j'allais me trouver mal. Je perdais même le contrôle du volant. Et je crois que l'imam l'a vu, parce que j'ai senti son regard sur mon visage. Il m'a dit à plusieurs reprises de me calmer. Avec ses mains, il me faisait signe. Calme-toi, calme-toi. Quant à l'écolier Saïd Manesh, il n'attend pas moins de 5 heures pour apercevoir un instant à peine Khomeini. Il y avait tant de monde que j'ai dû me faufiler entre les jambes des gens pour m'approcher du premier rang. Je suis arrivé tout à l'avant de la foule. Et quand la voiture de l'imam est passée à ma hauteur, je l'ai vu. Et j'ai été très heureux. Et je lui ai fait signe. L'imam Khomeini m'a regardé et il m'a fait un signe de la main. Le programme de Khomeini est simple. Tout l'islam, rien que l'islam. 2 mois après son retour, un référendum lui donne 98% de soutien. Il proclame alors le premier jour du gouvernement de Dieu. Khomeini entame sa lutte contre la modernité. C'est une deuxième révolution après celle du Shah qui frappe l'Iran, et dans le sens inverse. Il s'agit d'appliquer les lois coraniques. Un ordre moral s'instaure, les cinémas et les bars sont fermés. Les hommes et les femmes sont de nouveau strictement séparés. Dans les moyens de transport, les femmes doivent monter à part et s'installer au fond. Leur rôle se borne à étudier le Coran et à élever leurs enfants. Elles se voient interdire toute activité sociale et publique. Cette révolution est incarnée par un seul homme, Khomeini, à la fois chef spirituel et chef politique. Mankind is today enslaved in the hands of those who supervise them in tyranny. All nations are caught in the talons of these powers, who consider themselves pious and competent, who talk of rectification.
What shall we do with the conditions which prevail in the world today? There are those who claim to be followers of Jesus Christ, who said if one slapped your face, you should turn it so that he would slap it on the other side. But this is just a lie. Jesus Christ would not make such an error. If he had been given the opportunity, he would do exactly what Moses did to the Pharaoh. Cette révolution isole l'Iran qui s'obstine à dénoncer les grands et les petits satans voulant sa perte. L'Amérique est pire que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est pire que l'Amérique. La Russie est pire que les deux autres. Et chacune est pire et plus horrible que les autres. De tous les pays, ce sont les États-Unis qui sont les plus détestés à cause du soutien qu'ils ont apporté au Shah et parce qu'ils sont le symbole d'une modernité fascinante autant que repoussante. En novembre 1979, l'ambassade américaine à Téhéran est envahie par une foule manipulée et tout le personnel est pris en otage. Les imprécations franchissent un degré de plus. Sa capacité à durer, le régime la démontre dans la guerre avec l'Irak en 1980. C'est un autre pays musulman qui s'en prend à l'Iran, avec la sympathie de l'Occident et des pays arabes modérés. Khomeini réplique à l'agression irakienne en déclarant le djihad, la guerre sainte. Les jeunes Iraniens se portent volontaires par centaines de mille. L'islam chiite valorise le martyr. Et mourir au nom de Dieu est un immense honneur. Les mères laissent même leur plus jeune fils partir au front. Saïd Manesh, qui avait assisté au retour de l'ayatollah, s'engage à 13 ans. Ils m'ont laissé aller au front et j'ai vraiment aimé ça. Je pleurais tellement j'adorais ça. C'était un tel cadeau que Dieu me faisait. C'était une bénédiction de Dieu. Cette guerre dure 9 ans. 1 million d'Iraniens y perdent la vie. Saïd Manesh revient du front, mais ses deux frères ont été tués. J'étais jaloux d'eux. Je pensais que Dieu les avait acceptés et pas moi. Qu'ils étaient si bons et si purs que Dieu les avait pris auprès de lui. Je me considérais comme un pécheur que Dieu n'avait pas accepté. J'étais désolé de ne pas être devenu un martyr. À Téhéran, le sang versé auquel la fontaine mémoriale de Murra rend hommage paraît consolider la révolution islamique. Depuis son indépendance, le Pakistan s'affirme comme une enclave musulmane au sein du sous-continent indien. Les querelles religieuses et ethniques entraînent une instabilité chronique. Après plusieurs coups d'État, le général Zia prend le pouvoir en juillet 1977. Il reporte les élections, instaure une loi martiale et revendique le soutien des fondamentalistes. When I took over on 5th of July, I promised three things. I said, first and foremost,
I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws and bring in Islamic values. And third, I hold the elections. L'islamisation du régime vire à l'intégrisme. Tous les fonctionnaires doivent quitter les vêtements occidentaux pour adopter une tenue islamique. Filles et garçons sont désormais séparés à l'école et les filles portent le voile. Shah Zialal fréquentait le lycée de filles à Islamabad. Le proviseur nous a dit, lors d'une réunion matinale, qu'il y avait des directives très sévères et que tout le monde devait porter un foulard. Au bout d'un certain temps, nous nous y sommes habitués, mais il fallait qu'on le porte en allant à l'école et en rentrant à la maison, parce que l'ambiance changeait tellement qu'on se sentait plus en sécurité en portant un foulard. Personne ne vous montrait du doigt, personne ne vous remarquait. On ne nous faisait pas de réflexion et on ne se faisait pas gronder par les professeurs à l'école. Et puis, on s'y est habitué. La charia est ainsi substituée à la loi d'inspiration britannique, avec la liste des châtiments prévus par le Coran. La décapitation pour un meurtre, la flagellation pour le vol ou la consommation d'alcool, la lapidation pour adultère. Lorsqu'on a annoncé ces peines, on a commencé à écrire dans les journaux que le lendemain, les châtiments seraient exécutés en tel et tel endroit. Les gens venaient même d'autres villes juste pour passer la journée à regarder les condamnés. Ceux qui étaient flagellés criaient très fort, mais j'aimais ça. Les coupables devaient être punis immédiatement devant tout le monde pour que les gens retiennent la leçon. En Algérie, la contestation s'exprime dans les mosquées dès le milieu des années 80. Une tendance islamiste essaie de s'imposer en mettant la société en coupe réglée. Ces changements s'opèrent sur fond de crise économique et de chômage généralisé. Jean-Paul Marie, journaliste français né à Alger, a suivi de près tous ces événements. Les premiers interdits ont été quasi immédiats. Par exemple, dans les facultés, il y avait des étudiants qui allaient voir les professeurs et qui leur disaient « on ne veut pas étudier Darwin parce que c'est contraire à notre religion, on ne veut pas étudier ceci, c'est contraire à notre religion ». Je me souviens d'une réunion de femmes en Algérie où elles étaient en train de faire le bilan de tout ce qu'on leur interdisait. Tout ce qu'on interdisait. Alors on disait, bon, marcher sans voile, la yajouz. La yajouz, ça veut dire interdit, tabou, donc dangereux. Danser, interdit, la yajouz. Fumer, la yajouz. Aller chez le coiffeur, se maquiller, la yajouz. Chanter, aimer la poésie, se montrer, la yajouz. Aller sur une plage en maillot de bain, la yajouz. Et toutes les activités d'une société normale, toutes ces activités qui confinaient au plaisir, devenait quelque chose qui était interdit. Et à partir du moment où cela a été interdit, ensuite c'est devenu passible de punition et très vite de la peine de mort. Au Soudan, où le régime est islamique, le processus est le même. Dans les années 80, le président Jafar al-Nimeri, s'inspirant de ce qui se passe en Iran, assiste en personne à des opérations spectaculaires. On détruit des bouteilles d'alcool pour des millions de francs. On n'hésite pas, pour les besoins de la propagande, à vider les bouteilles dans le Nil. La charia s'applique à tous, même aux non-musulmans. Quant au procès, il ne comporte ni jury, ni avocat. John Robianaye, qui travaillait à Khartoum dans une entreprise de bâtiment, fut accusé d'avoir volé 4 morceaux de bois. Ils m'ont conduit au tribunal et puis... Et le procès n'a pas duré plus de 10 minutes. Alors ils m'ont jugé et
Ils m'ont condamné à avoir la main droite tranchée. J'ai essayé de faire appel ou de contacter un avocat pour défendre mes droits. Mais ils m'ont dit c'est interdit parce qu'il s'agit d'une justice d'urgence. De même, en Algérie, avec les interdits, sont venues les punitions de plus en plus spectaculaires pour mieux frapper des esprits. Quand on a interdit la cigarette, on a coupé des nez. Parce qu'il ne fallait pas fumer, donc on coupait le nez. On a coupé leurs lèvres, on a découpé leurs lèvres parce qu'ils buvaient de l'alcool. Et dans les cas très graves, on coupait les oreilles, le nez et les lèvres. On se souvient d'un gamin qui était un petit peu handicapé d'ailleurs, un peu débile, et qui vendait ses cigarettes. Et puis lui, il a continué à vendre ses cigarettes. D'abord parce que c'était son seul moyen de vivre, et ensuite parce qu'il ne comprenait pas très bien ce qui s'est passé. Et un jour, on a trouvé ce gamin handicapé, abattu, et sa tête était posée sur le capot d'une voiture. Dans cette partie de l'Afrique et jusqu'au golfe Persique, l'Égypte apparaît comme une exception. Elle se veut à la fois l'émissaire d'une modernisation à l'occidentale et le garant d'un islam relativement tolérant. Cela ne met pas l'Égypte à l'abri des retombées sociales d'une croissance débridée. Le creusement des inégalités alimente l'islamisme. En raison du surpeuplement démographique, une partie des paysans viennent chercher du travail en ville. Le Caire se transforme en une gigantesque banlieue où se côtoient parvenus et démunis. Dans cette société déstructurée, il est facile à un islam passéiste, représenté par les frères musulmans, de trouver des fidèles. Mahmoud a quitté son village en 1978 et s'est installé au Caire. L'afflux d'argent provoquait une négligence plus grande chez les gens. Les villageois qui arrivaient dans les villes changeaient beaucoup. À la campagne, les femmes s'habillaient sans prétention, avec de longues robes. Si un homme passait alors qu'une femme était assise devant sa maison, elle se couvrait la tête. Elle ne se promenait pas dans les rues lorsqu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient assis. Elle faisait demi-tour ou prenait un autre chemin. It's got to be really smooth. It's really smooth. Les outrances de la publicité, l'appel à la consommation et ce qu'on y met comme sous-entendu scandalisent une partie de l'opinion. Ils se servaient des femmes comme d'une matière première et ils exigeaient un certain type de comportement, léger, aguichant, pour qu'ils puissent vendre davantage. C'était ouvrir la voie à la décadence morale. L'islam prône le respect des femmes et leur droit au travail, mais dans la dignité. Elles peuvent travailler, mais pas pour servir d'instrument de séduction pour d'éventuels clients. Ça me mettait vraiment en colère. De la critique contre la société de consommation, on passe au prosélytisme religieux. Celui-ci rencontre un succès certain parce qu'il répond à certaines attentes. On installe des dispensaires gratuits, on distribue aux pauvres de quoi se nourrir. Je faisais ce que l'on appelle tawa, un travail de missionnaire. Mon rôle était d'apprendre le Coran aux jeunes et d'enseigner les principes islamiques dans le voisinage. En parallèle, Yasser Taoufik enseigne que la loi coranique doit toujours l'emporter sur les lois civiles. Tout ceci dérangeait les autorités qui n'acceptaient pas les choses que nous essayions de faire et qui voulaient se débarrasser de toute forme de réveil musulman en Égypte. Au début des années 80, le mécontentement grandit de jour en jour. The demonstrations against President Sadat have been building up for some time.
This weekend, the president's formidable security force moved in to detain religious leaders. Opposition newspapers were closed down and journalists and politicians detained in a sweeping operation that was the best indication of the seriousness of the opposition. The president, though, is unrepentant. It is a purge. Parmi les 1500 personnes arrêtées au Caire et considérées comme terroristes, on retrouve notre témoin, Yasser Taoufik. Il n'y avait pas de raison valable. Il me haïssait simplement parce que je prêchais la parole de Dieu à l'école et à la petite mosquée où j'enseignais. Il n'y avait aucun chef d'inculpation, hormis le fait que je priais et prêchais. Un mois plus tard, le président Anwar el-Sadat est assassiné. Il est abattu à la fois parce qu'il est le premier à avoir signé la paix avec Israël et parce qu'il a combattu avec constance ceux qui veulent faire de l'islam une arme politique. Il se trouve en Égypte même des gens qui approuvent et légitiment ce crime. Je suis musulmane et nous respectons la mort. Je ne me suis pas réjouie de son meurtre, mais c'était nécessaire. L'homme qui a tué Sadat était un héros. Le prophète a dit, si vous êtes témoin de quelque chose de mal, essayez d'abord d'y remédier par la force. Si vous ne le pouvez pas, alors élevez la voix. Si vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre, rejetez ce mal dans votre cœur. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. L'assassin n'a rien fait de mal. Il a tué Sadat et personne d'autre. Les militants islamistes ont beau être condamnés et emprisonnés, le terrorisme continue de frapper. D'un bout à l'autre du monde musulman, de la Méditerranée à l'Afrique noire et de l'Atlantique au Pacifique, le retour de la tradition traverse toutes les sociétés. Partout, même si elles n'ont pas la majorité, des communautés prêchent le retour à une interprétation stricte du Coran. En Algérie, l'opposition islamisante est assimilée à une demande pour plus de démocratie. Le fils cristallise autour de lui de plus en plus ce courant contestataire. Je connais beaucoup de gens qui ont voté fils, beaucoup, parce que c'était pour eux le moyen de rejeter le pouvoir et de le faire tomber. Pas parce qu'ils étaient profondément religieux, et encore moins parce qu'ils étaient fanatiques. Donc le fils a représenté à un moment donné le parti du rejet. À la tête du fils, d'anciens membres du FLN comme Cheikh Madani. Le fils est un parti fidèle au peuple algérien. Fidèle à ses principes, à sa religion et ses valeurs et sa culture, et fidèle aussi même à son choix. Les manifestations d'octobre 1988 et leur répression qui fait des centaines de victimes déclenchent la crise algérienne. En 1989, l'Iran, l'épicentre de la révolution fondamentaliste, revient au premier plan. L'ayatollah Khomeini vient de mourir. Des centaines de milliers de personnes confluent vers le cimetière. À l'arrivée du cercueil, l'émotion atteint son paroxysme. Les proches exposent la dépouille aux yeux des fidèles. L'ayatollah est mort, mais la révolution lui survit, dans son intolérance et jusque dans ses obsessions liberticides. Ainsi, à ce jour, l'ordre d'exécuter l'écrivain Salman Rushdie pour un roman jugé blasphématoire n'a pas été levé. Pour lui comme pour d'autres, la fatwa est une sentence religieuse et la mort possible à chaque instant.
Beaucoup d'autres sont victimes d'une même fatwa. Il y a des artistes, des écrivains chez nous, tels que Boudjedra, tels que Khalida Messoudi, tels que des femmes qui luttent, qui ont été aussi citées dans leur fatwa comme étant condamnées à mort. Et le fait d'avoir permis cela pour Salman Rushdie a ouvert une brèche. Hamida sait de quoi elle parle. Elle a dû quitter l'Algérie. En tant que femme et metteur en scène, elle était devenue une cible désignée. Déjà, c'était pas facile de dire ce que l'on avait envie de dire là-bas. Et après, c'est devenu absolument impossible parce que les théâtres ont fermé. Parce que, ou même s'ils n'avaient pas fermé, j'étais à la merci de n'importe qui. Dans un théâtre, quand tu répètes, n'importe qui peut venir et te tuer. S'il vous plaît, écoutez-nous. La salle est trop petite. On tuait des gens qui étaient capables de drainer des foules. Un bonhomme comme Azdine Medjoubi, qui était acteur, l'un des meilleurs acteurs d'Algérie, était très populaire, il était très aimé. Il était aimé de tout le monde et donc il fallait le tuer. En 1991, l'annulation des élections législatives favorables au Front islamique du salut ouvre le cycle de la violence généralisée. C'est l'expérience qui donne la perception de la violence. Comme elle est invisible apparemment, c'est en sachant, en connaissant un petit peu la société algérienne, ses tensions, sa capacité à passer à l'acte violent. C'est en sentant les forces brutales qui s'opposent qu'on sait ce qui peut se passer. Il y a toujours une capacité, une propension à aller vers le pire. Il n'y a pas de temps de latence entre la menace et le passage à l'acte. On ne dit pas « je vais te tuer ». On attend et on tue, on dit « je vais te tuer » et on tue tout de suite. Le premier que j'ai vu comme ça a été une jeune fille qui devait avoir 25 ans, qui passait pendant que j'étais sur mon balcon. J'ai entendu un coup de feu, j'ai regardé, et puis elle a couru, et un deuxième coup de feu, et le sang a giclé, et elle est tombée. Elle était très jeune, elle portait une jupe courte. Enfin, au-dessus du genou. Le deuxième, ça a été quelques jours après, c'était mon voisin. On habitait le même immeuble, il était au 3e étage. J'ai entendu des coups de feu très très forts, et puis j'ai entendu un cri inhumain. C'était sa mère, elle avait senti que c'était son fils. Mon Dieu, elle a poussé un de ces cris que je n'oublierai pas. Les assassinats politiques, les attentats, les vendettas familiales et la sévérité de la répression rendent dérisoires les appels à la réconciliation. Les gens ne dorment plus. Ils ne dorment plus, ils ont peur. Et donc cette terreur c'est dramatique parce que cette terreur rentre lentement, petit à petit, et maintenant elle est rentrée dans les foyers et dans les têtes de tout le monde. Les gens ont peur. On se méfie de tout le monde, parce que quelqu'un de votre famille peut vous tuer, ou vous balancer. Quelqu'un de votre entourage, des voisins, peuvent le faire. C'est comme une sorte de secte. Moi, j'ai l'impression que les gens sont rentrés dans une secte et puis ils doivent obéir à des ordres. Et ils donnent, même si c'est leur propre mère, ils vendent des membres de leur propre famille. Ils indiquent aux tueurs où sont les gens. Même en Turquie, qui a été naguère le phare de la modernisation, un parti islamiste propose de revenir sur les principales réformes d'Atatürk et rencontre un écho croissant dans l'électorat. Un de ses dirigeants promet même de ramener la Turquie au centre du monde islamique. Bu yeni tarihi çalışmayı bir kere daha hakka hakim kılmak için bütün gücümüze çalışacağımıza söz vererek başlatıyoruz. Dünya İslam Birliği için. Hakka hakim kılmak için.
ça marche parce que la crise sociale et politique est très très profonde dans ces pays parce que le pouvoir lui-même est un pouvoir de type religieux qu'on ne peut même pas contester. Alors, dans la vraie bataille aujourd'hui, c'est la bataille entre un pouvoir qui se dit séculier, mais qui fonctionne comme une religion, et la religion. Évidemment, comme les symboles de la religion sont plus profondément enracinés, les choses peuvent durer encore un bon moment. Le mausolée de Khomeini à l'extérieur de Téhéran est devenu un lieu de pèlerinage. Il brille nuit et jour. Cette fidélité souligne les contraintes que l'islam devra surmonter au siècle prochain. D'un côté, l'attachement légitime à des croyances, de l'autre, l'apprentissage de la tolérance laïque et l'acceptation de la démocratie.